Le Groenland, j'en entends parler depuis que je suis toute petite. On me disait souvent que la grande île arctique faisait partie de chez nous. J'ai grandi entre la France et le Danemark. J'ai toujours été fière de cette culture, fière d'en célébrer les traditions. Mais du Groenland, territoire danois, je ne sais presque rien. Parce qu'on en parlait peu ou mal. Et puis, il y a quelques années, un mot est venu bousculer ce silence. Spiral Campaign. La campagne de la spirale, où l'on découvre qu'à partir des années 60, des médecins danois ont posé des stérilets à des milliers de filles et femmes inuites. Souvent, ce dispositif contraceptif est posé sans leur consentement. Alors, pour comprendre ce que l'histoire a laissé dans l'ombre, je suis partie à la rencontre de ces femmes. Mais comment accueillir ces récits quand on hérite malgré soi du côté des dominants? Et peut-on vraiment réparer l'histoire? Henriette est la première femme groenlandaise que je rencontre. Elle vit dans la banlieue de Copenhague depuis plus de 40 ans. Ici, c'est mon village. C'est là que j'ai fait ma confirmation, à l'âge de 14 ans. Ah oui, tu avais 14 ans sur cette photo? Oui. Elle n'était qu'une fillette lorsqu'on lui a posé un stérilet. Je viens d'un petit endroit appelé Qeqertarsuaq. J'ai grandi proche de la nature. J'en garde de très bons souvenirs. Mais j'en ai aussi des moins agréables. J'étais juste une enfant de 13 ans. On vivait tous ensemble dans un pensionnat réservé aux enfants de l'élite groenlandaise. Un jour, ils nous ont dit qu'on devait se rendre à l'hôpital. Et là, ils nous ont inséré quelque chose qu'ils appelaient spirale. On ne comprenait pas vraiment ce que c'était, mais on était habitués à faire ce qu'on nous demandait. On nous a appelés l'une après l'autre chez le docteur. Quand les filles sortaient, elles étaient en pleurs. Mes parents n'ont jamais donné leur accord pour quoi que ce soit. Henriette non plus n'a jamais donné son accord et n'a pas compris ce qui lui arrivait. Son corps rejette le stérilet, mais les médecins, eux, s'obstinent. Au total, on lui en posera 9 pendant son adolescence. Les médecins nous ont introduit de gros stérilets, destinés à des femmes qui avaient déjà eu des enfants. À cet âge, nos utérus étaient encore tout petits, les stérilets bien trop grands. Donc, ils nous les enfonçaient. La douleur était atroce. Je ressens de la colère, je ressens de la honte, de la culpabilité et du chagrin. Est-ce que c'est de ma faute si on m'a mis ça? J'ai dû écarter mes jambes devant un inconnu qui ne me respectait pas. C'est honteux. Moi, j'appelle ça un viol. Malgré la douleur et les séquelles physiques,
Henriette réussit quand même à tomber enceinte. Toutes n'auront pas cette chance. Si les médecins danois ont pu intervenir ainsi, c'est parce que le Groenland est devenu une colonie danoise en 1721. Pendant des décennies, des médecins danois prennent en charge la santé publique au Groenland. Dès les années 60, ils imposent massivement des contraceptifs aux jeunes filles. En 1979, le Groenland devient un territoire autonome. Så overrækker jeg dig Landstinget det originale eksemplar af loven om Grønlands hjemmestyre. Måtte det blive indledningen til en ny og lykkelig epoke i Grønlands historie. Même après l'obtention de ce nouveau statut, dans les faits, les médecins danois restent majoritaires sur le terrain et continuent d'imposer des stérilets aux jeunes groenlandaises. Elle s'appelle Arsugak. Cela signifie l'être aimé. Regarde, le soleil s'est couché. Bonne nuit, soleil. Nous l'avons attendu pendant très longtemps. Arnak a adopté sa fille en 2021. À son adolescence, alors qu'elle se rend à l'hôpital pour une interruption de grossesse, on lui pose un stérilet à son insu. C'est un Danois qui m'a fait avorter. Un docteur danois qui a réalisé l'opération. J'avais à peu près 15 ans quand j'ai avorté, mais j'ai appris pour le stérilet à 20 ou 21 ans. J'ai passé un scanner et le docteur m'a dit que j'avais un stérilet coincé dans mon bas-ventre. Jamais mentionné dans ses dossiers médicaux, ce dispositif est à l'origine de douleurs inexpliquées et finalement d'une infertilité. J'ai eu l'impression d'être un rat de laboratoire. Ils m'ont privé de mon identité de femme. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus tomber enceinte et avoir des enfants comme les autres. Ils m'ont volé mon identité, ils ont tué une partie de moi. Pour Arnak, ce n'est pas seulement un traumatisme médical. C'est le reflet de la domination exercée par le Danemark. Un pays en qui elle n'a plus confiance aujourd'hui. Je sais pour quelle raison ce docteur danois m'a infligé ça. C'était pour nous contrôler. Quand ça m'est arrivé, quelque chose s'est brisé en moi. Ils se sont pris pour des dieux. Ce qu'ils ont imposé au peuple groenlandais est une honte. Ils n'avaient pas le droit, et je les déteste pour ça. Je ne pourrai jamais l'accepter. À cause de tout ça, je porte tellement de colère en moi. Il n'y a pas de place dans mon cœur pour les Danois. Ces témoignages me bouleversent et m'incitent à rencontrer le plus de femmes possible. Je pense savoir où c'est, mais ce serait mieux si vous pouviez m'envoyer l'adresse. Toutes me confient des histoires similaires. Ces stérilets étaient inadaptés à leur corps d'enfant. Elles ignoraient qu'elles en portaient un et n'étaient donc pas suivies médicalement. Conséquence, des infections à répétition détruisent leur système reproducteur et les rendent stériles. Cette parole est difficile à recueillir. Dans leurs yeux, je lis l'appréhension de se confier à une Danoise. Mais elles veulent aussi que leur message soit entendu par le Danemark. Pour Margrethe, sa stérilité a brisé son mariage. C'était tellement dur d'accepter que je ne pourrais plus être enceinte.
J'ai tellement pleuré. Inger, elle aussi stérile, est devenue mère en adoptant 2 garçons en Colombie. Un parcours éprouvant qu'elle raconte dans un livre. Ils nous ont traités comme des chiens. Les Danois ne nous ont jamais dit ce qu'ils allaient faire. Et à cause d'eux, tant de femmes n'ont jamais pu avoir d'enfants. Les témoignages sont accablants pour les médecins de l'époque. Comment justifie-t-il ce recours massif au stérilet? Entre 1966 et 1970, les autorités danoises ont imposé ce contraceptif à plus de 4500 femmes. Henrik Hansen est l'ancien conseiller médical en chef du Groenland. Pendant 2 ans, il a analysé les données liées à ces contraceptions forcées. On a collecté tellement d'histoires qui confirment qu'il y a eu des groupes entiers de jeunes filles des pensionnats à qui l'on a imposé une contraception à l'hôpital. C'est évident que beaucoup d'entre elles ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Celles qui étaient les plus vulnérables venaient des petits villages. À cette époque, quand elles entraient en 3e, on les déplaçait à la ville pour poursuivre leurs études. Ce phénomène s'inscrit dans une période de profond bouleversement au Groenland. Après la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir colonial est de plus en plus mal vu sur la scène internationale. Alors, pour échapper à la pression des Nations Unies, le Danemark décide de faire du Groenland non plus une colonie, mais une région. Ce statut oblige le Danemark à garantir l'égalité de vie entre Groenlandais et Danois. S'ouvre alors une période de modernisation à grande échelle. De glade smidsboplads med hårdtoppede eskimoer er I dag en saga blot. I stedet møder man en ungdom ved skrivemaskiner, ekspedienter på postkontorer, veluddannede grønlandske kontorister. Porté par une idéologie rédemptrice et la conviction de bien faire, l'État investit dans des logements, des écoles, des hôpitaux. Les conditions de santé s'améliorent et le résultat est mathématique. La population groenlandaise augmente rapidement. La tuberculose était enfin maîtrisée. Le secteur du logement avait progressé, tout avait changé. Et donc il y a eu une importante augmentation de la fertilité combinée à une faible mortalité. Pour Copenhague, cette démographie galopante menace l'équilibre du projet danois au Groenland. À la fin des années 60 et dans les années 70, de nombreux jeunes Danois sont venus travailler ici pour construire de nouvelles écoles, de nouvelles maisons. Et cela a naturellement entraîné de nombreuses grossesses non désirées. Pour freiner la croissance démographique du Groenland, le Danemark déploie massivement des moyens de contraception. On a aussi des témoignages écrits dans lesquels plusieurs médecins justifient l'utilité de leur action, car ils protégeaient les jeunes filles face au risque de grossesse précoce. Derrière ce discours humaniste, une politique de contrôle des naissances semble se mettre en place. Mais bien sûr, les hommes politiques danois étaient parfaitement au courant de ce qui se passait. On connaît la teneur des débats parlementaires de l'époque. Ils étaient pleinement conscients de ces développements. J'ai retrouvé les images d'archives d'un médecin danois. Il explique comment il posait des stérilets aux femmes des villages groenlandais. Det er kun et års tid siden, at vi startede for alvor med virkelig kampagne for at få oplagspiraler hos både dem, som havde en stor børneflok i forvejen, og også hos de helt unge, som man gerne vil beskytte mod, at de kommer for tidligt ind med en børneflok og bliver sat tilbage med henblik på uddannelsesmuligheder. À Copenhague, les politiciens du Parlement danois se réjouissent des stérilets parce qu'ils fonctionnent.
C'est un discours au Parlement en 1970 par le ministre du Groenland, AC. AC Norman. AC Norman. Depuis plusieurs années, Hedvig et sa fille traquent toutes les archives. Elles veulent me montrer que le gouvernement danois a mené délibérément une vaste campagne de contraception forcée. Vous voyez comment les Danois raisonnaient. Ça me met très en colère. Quand j'entends comment tout cela a été organisé, ils y ont pensé. Tout a été planifié. Hedvig avait 14 ans quand on lui a imposé un stérilet. Elle est l'une des premières victimes à avoir osé parler en 2022. Nous sommes les premières à porter l'affaire devant la Cour suprême. Si nous remportons ce procès, d'autres femmes suivront. Nous avons besoin d'apaisement, besoin de ressentir enfin une paix intérieure. J'espère que ça ira vite, parce que la plupart des femmes sont âgées. Et j'espère que justice sera rendue avant qu'elles ne meurent. Mais aussi pour moi, j'espère que la justice arrivera avant ma propre mort. Pour ces femmes, il y a urgence. Aujourd'hui, elles sont 143 à porter plainte contre le gouvernement. Alors, pour mener leur combat en justice, elles ont engagé Mats Pramming. Depuis 5 ans, l'avocat a mené un travail massif pour rassembler les preuves. Archives nationales, témoignages de victimes, articles de presse, dossiers médicaux et rapports officiels des gouvernements danois et groenlandais, tout est passé au crible. S'agissait-il d'actes isolés ou d'une politique bien plus vaste orchestrée depuis Copenhague ? Voici le Danemark. Voici le Groenland. Ensuite, la campagne des spirales démarre là, en 1966. On voit à quel point la courbe chute brutalement. Donc ce que montre cette courbe ? On ne peut pas avoir de document plus officiel que celui-ci. Il s'agit du rapport annuel sur le Groenland qui date des années 1976 à 1977 établi par le ministère du Groenland, c'est-à-dire par le gouvernement danois. Certains affirment que sans cette campagne de contraception forcée, les Groenlandais seraient 150 000, soit 3 fois plus qu'aujourd'hui. Dans les documents officiels de l'époque, les autorités vantent les mérites de cette politique. Là, vous voyez, on parle de succès. Et ils parlent de résultats impressionnants et que c'est une nécessité. Il y a une très grande quantité de documents qui montrent qu'il y a eu une campagne organisée, comment elle s'est déroulée, combien de femmes ont été concernées, et qui évoquent les super résultats obtenus et comment, avec volonté, ils ont imposé cela aux Groenlandais. Les chiffres viennent de là aussi. Donc c'est un dossier solide pour vous ? Savoir s'il y a eu une campagne, quel était son but, pourquoi elle a été menée, oui, c'est une des affaires les plus solides que je n'ai jamais eues. Les éléments parlent d'eux-mêmes.
Cette affaire a été une véritable prise de conscience pour Mats Pramming. Comme beaucoup de Danois, il a grandi avec le récit d'une colonisation bienveillante. Je pense que pour ma génération au moins, et je crois aussi pour mes enfants, on nous a toujours appris que le Groenland devait être reconnaissant, que nous soyons venus. C'est la culture danoise, c'est ce qu'on apprend à l'école, n'est-ce pas? Et j'ai été vraiment choqué de réaliser que non, c'est vraiment grave. Nous avons fait de très mauvaises choses. Alors que l'enquête de Mats Pramming accable l'État danois, l'affaire est soudain propulsée au cœur du débat public. Sur un plateau de télé nationale, le Premier ministre du Groenland fait une déclaration fracassante. C'est tout simplement un génocide, perpétré par le gouvernement danois ou par l'État danois contre la population groenlandaise. Et je suis convaincu qu'il y a des raisons solides de le dire. Ces mots sont d'une violence inouïe. Pourtant, ils ne trouvent qu'un écho limité au Danemark, car dans la société, la mentalité coloniale reste profondément ancrée. Alors que le Danemark peine toujours à regarder son passé en face, je découvre au Groenland une jeunesse en colère. Une génération qui veut se réapproprier son identité et sauver sa culture. Aviaja et ses amis terminent le lycée. L'année prochaine, elles quitteront le Groenland pour poursuivre leurs études supérieures. Mais pour elles, difficile de se projeter au Danemark. Là-bas, elles ont déjà fait l'expérience douloureuse de la discrimination. Souvent, ce sont des choses dégradantes. Oui, comme le fait qu'on soit perçu comme inférieur, une classe inférieure, ou qu'on ne soit pas au même niveau qu'eux, qu'on en sache moins. Que les Danois. Oui, que les Danois. Et qu'on est des alcooliques. Et ça vous fait quoi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'on est ignoré, incompris. Rabaissé. C'est très humiliant. Et pour être honnête, c'est arrivé tellement de fois que ça ne me touche plus du tout. Oui, on part juste du principe qu'ils vont nous juger. Oui. Quand tu rentres dans une pièce remplie de Danois, tu te prépares à ce qu'ils disent quelque chose que tu ne vas pas aimer. Donc tu respires un coup et tu es prête à tout entendre. Aviaja voudrait étudier au Canada ou en Alaska. Mais elle est partagée à l'idée de partir si loin de chez elle. Dans sa famille, les traces de la colonisation sont toujours très présentes. Autour d'elle, beaucoup de femmes ont été confrontées à la campagne de contraception forcée. Rien que d'entendre que des femmes ont été privées d'avoir leurs propres enfants, vraiment, ça craint. Parce que le désir d'enfant, c'est aussi le désir de transmettre ses connaissances, sa sagesse, et tout est perdu si on ne peut plus transmettre. Et ça peut être perdu à jamais. C'est ça qui a entraîné une grande partie de la perte de notre culture. C'est ça qui nous a fait perdre notre identité, notre culture, et plus généralement, qui nous sommes. Aviaja incarne la voix d'une nouvelle génération.
Il y a un an, elle défendait déjà les aspirations de la jeunesse lors d'une conférence sur le futur du Groenland. Après ce discours, j'ai eu les plus longs applaudissements. Oui, de la journée. Vi blev undertrykt, mistede meget af vores kultur. Vi tabte meget, selv mennesker. Det vi mangler her i Gardarslit nu nært er stolthed over for hvem vi er, som alle andre i de arktiske. Vi skal være stolte for at være nogle af dem, der kan overleve det mest barske natur, det vildeste terræn. Vi er jo inuit, folket der kan alt. Vi skal bare tro på det. Venner. Décembre 2024. Le sort de l'île bascule. Tout juste réélu président des États-Unis, Donald Trump annonce vouloir annexer le Groenland. J'ai un message à adresser ce soir aux incroyables habitants du Groenland. Nous vous soutenons dans votre droit à décider de votre propre avenir. Et quel que soit votre choix, vous êtes les bienvenus pour rejoindre les États-Unis d'Amérique. Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale, mais aussi internationale. Quelques jours plus tard, son fils atterrit à Nuuk, la capitale, pour une visite privée. Une démonstration de force qui assoit les ambitions de la famille Trump. Nous sommes très heureux d'être ici. Merci à vous. Après l'opération séduction de Donald Trump Jr., le temps s'accélère au Groenland. Le Danemark, longtemps maître incontesté de la région, se retrouve profondément déstabilisé. Et contre toute attente, cet événement va donner de la force aux Inuits. Je suis reconnaissante que Donald Trump Jr. soit venu ici. Sinon, je ne pense pas que le gouvernement danois aurait pris quoi que ce soit au sérieux. Le Premier ministre groenlandais saisit ce tournant politique aux allures de crise d'État. Pour lui, pas question de se vendre aux Américains. C'est un moment important que nous traversons actuellement. Nous sommes Groenlandais. Nous ne voulons pas devenir Américains. Et nous ne voulons pas être Danois. Nous ne devons pas nous diviser, surtout pas maintenant. Il est important que nous soyons unis et je vais être très clair. L'avenir de notre pays sera décidé ici même. Le Danemark se lance dans une course contre la montre pour préserver son influence. La télévision danoise a dépêché une équipe à Nuuk pour organiser, dans l'urgence, un débat public. Du jamais vu. Pour être honnête, j'ai la boule au ventre. Je me sens très nerveux parce qu'on n'a jamais réalisé un tel dispositif avant. Nous avons monté un studio au Danemark qui est la réplique de celui-ci. Donc là, vous voyez Copenhague. Et voici Nuuk. La télévision a sorti les grands moyens pour cette émission qui réunit des politiciens de premier plan, des ministres et la société civile. Dans la salle, je retrouve toute la famille d'Aviaja. Oui, les Inuits ont une voix. Même tremblante, notre voix mérite d'être entendue. Pour la première fois, le Danemark est sous pression. Un débat sur l'avenir commun du Groenland et du Danemark, s'il y en a encore un. Tous les dossiers sensibles sont sur la table. Et parmi eux, la campagne de contraception forcée. Henriette Bertelsen, c'est une histoire difficile que vous partagez ici. Vous êtes maintenant devant des politiciens danois. Que souhaitez-vous leur dire ? J'aimerais leur demander quand ils prendront enfin la responsabilité de ce qu'ils m'ont fait, à moi et à plus de 4000 femmes en lien avec la campagne de la spirale. On a posé des stérilets à des enfants sans leur consentement. N'est-ce pas de toute évidence un acte indécent qui appelle des excuses ? Oui, on peut dire que c'est inexcusable.
Vous demandez pardon? Je veux dire, je ne peux pas changer l'histoire. Cela s'est produit avant mon époque, mais c'est une page sombre de notre histoire. Les femmes ressortent frustrées du débat. Henriette est déçue, elle aussi. Ça fait mal. Le fait qu'il ne s'excuse pas me fait mal. Il pourrait au moins s'excuser à titre personnel, pas au nom de l'État danois. C'est tout ce que je voulais. Le gouvernement danois a violé les droits humains de beaucoup d'enfants en agissant comme il l'a fait, et il le sait. Les documents officiels de la campagne l'attestent. Alors, pourquoi ne tente-t-il pas de trouver une autre solution, plutôt que d'aller devant un tribunal où il va devoir dire « on n'a rien fait de mal, ce ne sont que des mensonges ». Ça va être laid d'entendre ça, plutôt que de présenter des excuses et voir comment améliorer et réparer les choses. Je pense que ce serait mieux. Convoité à la fois par le Danemark et les États-Unis, le Groenland s'oppose à la mainmise des grandes puissances. Ensemble, les Groenlandais veulent redéfinir leur avenir. Pour porter cette voix, Henriette a rassemblé 3000 manifestants devant l'ambassade des États-Unis à Copenhague. Les habitants du Groenland ont toujours fait preuve d'un immense courage, de sagesse et de résilience. Des qualités que nous avons développées à travers les générations en survivant dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Le Groenland entretient une relation avec le Danemark depuis des centaines d'années. Cette relation doit être remplacée par une nouvelle qui apporterait plus d'égalité entre les habitants du Groenland et ceux du Danemark. Nous avons besoin de temps pour panser nos plaies. Nous avons besoin de plus d'indépendance pour explorer notre culture et notre propre vie, plutôt que d'être contraints de changer. On essaye encore une fois, ensemble? Nos chants gutturaux sont une manière de raconter des histoires. Et moi, j'aime les raconter. Au Groenland, la reine de la mer est un esprit puissant. Cette ancienne légende raconte l'histoire d'une jeune femme trahie par son père. Ce dernier lui trancha les mains alors qu'elle s'accrochait à son bateau, la laissant sombrer dans les profondeurs de l'océan. Ses mains se sont transformées en toutes sortes d'animaux. Des phoques, des oiseaux, des ours polaires, des loups, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est comme ça qu'elle est devenue la déesse des océans. Cette histoire nous montre qu'il faut soigner la nature, ne pas la déranger, sinon elle finira par reprendre tout ce qu'elle nous a donné.